Il est 13 h sur le circuit du Nürburgring le 1er août 1976. Sur la célèbre Nordschleife, une Ferrari rouge, numéro 1, part en tête à queue à près de 200 km/h. Deux autres voitures arrivent à pleine vitesse, la percutent, et en une fraction de seconde, la voiture s'embrase comme une torche. Le pilote, prisonnier de l'habitacle déformé, est coincé au milieu des flammes. Son casque a été arraché sous la violence du choc. Pendant presque une minute, terrifiante, Lauda reste piégé dans les flammes à plus de 800 degrés. Il est extirpé, le corps calciné et méconnaissable. Chaque bouffée d'air est un combat. Niki est en train de jouer la course la plus importante de sa vie, sa survie. C'est cet épisode qui va marquer à jamais l'histoire de la Formule 1, car 42 jours plus tard, il va accomplir l'impensable, revenir courir alors même que ses blessures sont encore vives. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes, rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Triple champion du monde de Formule 1, survivant des flammes, entrepreneur acharné de l'aviation civile, directeur d'écurie au franc-parler légendaire, mais qui était vraiment Andreas Niki Lauda? Comment ce fils rebelle de la haute bourgeoisie de Vienne a-t-il tracé son propre chemin jusqu'à devenir une icône absolue du sport automobile? Nous sommes en 1949, à Vienne, dans l'Autriche d'après-guerre. Andreas Nikolaus Lauda, dit Niki, voit le jour le 22 février 1949 au sein d'une famille aisée de banquiers. Le jeune Niki montre très vite une passion dévorante pour les voitures et la vitesse. Ses parents, issus de la grande bourgeoisie autrichienne, voient cela d'un très mauvais œil. Pour eux, la piste est plutôt réservée à des gens pas très bien élevés. Qu'importe, Niki, lui, n'a qu'un rêve en tête, devenir pilote de course. Dès l'adolescence, il entre en rébellion contre son milieu. Il est, sans même l'argent de sa famille, déterminé à se faire un nom. Il enchaîne de petits boulots et commence à courir en amateur. En 1968, à 19 ans, il s'achète sa première voiture de compétition, une modeste Mini Cooper financée de sa poche. Il termine deuxième pour sa toute première course. À l'époque, beaucoup de pilotes ont de gros soutiens financiers derrière eux pour avancer dans leur carrière. Mais Niki, là aussi d'une autre manière, il va servir de la renommée de son nom pour faire des prêts bancaires afin de se financer lui-même. Formule Volkswagen, Formule 3, puis enfin F2, où c'est seulement ici qu'il fera son premier podium au volant d'une marche. Il persévère, il sait que chaque virage le rapproche un peu plus de son rêve de Formule 1. 1971, Niki Lauda n'a que 22 ans lorsqu'il décroche enfin une opportunité inespérée, un volant dans la catégorie reine, la Formule 1, mais soyons clairs, il a payé sa place dans l'écurie marche. Une pratique qui est à l'époque courante pour permettre aux écuries de se financer. Malheureusement, au bout de 20 tours, il abandonne pour des soucis techniques. Jusqu'ici, rien ne présage donc que Niki ait le talent nécessaire pour lui permettre de côtoyer les premières marches des podiums de Formule 1. Mais Lauda a été piqué. Alors armé d'un emprunt colossal, il passe l'année 72 à disputer le championnat complet de Formule 1 avec marche. Pour autant, les résultats peinent à venir, tout au mieux une modeste 8e place en Afrique du Sud, loin donc du podium. Et en parallèle, quelques succès en Formule 2 lui permettent de rester en forme et surtout de rembourser ses dettes. La pression financière est énorme, Niki sait qu'il joue son avenir à chaque course. À la fin de l'année, il est criblé de dettes, avec des résultats peu probants. S'il y a bien un moment où il faut se résigner avant de courir à la catastrophe financière, c'est maintenant, mais pas pour Niki. En 73, une lueur d'espoir arrive, l'écurie BRM, British Racing Motors, lui propose un baquet, là encore payant. Pour saisir cette chance, Lauda contracte un énième prêt bancaire et n'hésite pas à enjoliver la réalité en allant jusqu'à faire croire à l'écurie qu'il a un sponsor qui lui versera les frais à la fin de la saison. Le risque est énorme, puisque s'il échoue, il sera complètement ruiné. Grand Prix après Grand Prix, la tension devient palpable, et c'est seulement au Grand Prix de Monaco 73 que soudain, il crée la surprise. Parti fond de grille, il remonte jusqu'à la 3e place, devant un Jackie X redoutable armé d'une Ferrari. Malheureusement, il sera contraint à l'abandon, le public et les commentateurs n'en croient pas leurs yeux, mais qui est ce jeune Autrichien capable de telles prouesses avec une voiture plutôt moyenne? C'est durant ce Grand Prix qu'il va taper dans l'œil d'un certain Enzo Ferrari, qui va le recruter dès 1974, appuyé par Jackie X lui-même. D'ailleurs, Jackie X, on l'a reçu sur ce podcast, et c'est grâce à vous et grâce au fait que vous vous abonnez de plus en plus qu'on peut avoir des légendes comme ça de l'automobile. Donc prenez 2 secondes pour le faire si ce n'est pas déjà fait. Il a donc fallu des années de persévérance pour que du jour au lendemain, Niki change de statut.
De pilote payant, il est devenu pilote payé. Lorsque la nouvelle tombe, le paddock est perplexe. Lauda n'a pas encore fait un podium en Formule 1, pourtant Ferrari mise sur lui. Beaucoup pensent qu'Enzo Ferrari prend un pari risqué sur un pilote réputé travailleur, mais pas réellement flamboyant. Lauda lui-même n'en revient pas. En quelques mois, il vient de passer de la quasi-faillite à un contrat de pilote officiel pour Ferrari. Ça y est, Niki est chez Ferrari, ils se font dans le moule avec sérieux, à coups d'heures interminables avec les ingénieurs débriefant de chaque détail technique. C'est cette approche méthodique et scientifique de la course qui lui vaut un surnom affectueux dans le milieu, l'ordinateur. Je ne crois pas que je sois un ordinateur. Je n'ai ni prise ni fusible. J'estime être un homme normal. Mais la course est un métier très difficile et il faut en premier lieu être organisé, sans quoi vous n'arriverez à rien. Tout est calculé. Quand il rentrait dans les voies des stands, il désignait les gens de son équipe avec le doigt, un pour l'aileron, l'autre pour la boîte de vitesse. La Scuderia, alors en difficulté depuis des années, se voit renaître grâce à cette alliance improbable entre un bouillant commendatore, Ferrari, et le pilote au sang-froid, Lauda. 4 courses suffisent à Lauda pour décrocher sa première victoire au Grand Prix d'Espagne. À 25 ans, Niki goûte enfin au champagne des vainqueurs et plus d'une fois. Il se mêle à la lutte pour le titre mondial dès sa première saison en rouge et finira 4e. Ferrari a retrouvé le chemin de la victoire et Lauda a gagné la confiance d'Enzo. En 1975 arrive la nouvelle Ferrari 312T, ultra performante, et c'est avec elle que Lauda survole le championnat. Vainqueur à Monaco, en Belgique, en Suède, en France et aux États-Unis, 5 grands prix, 9 pole positions, Niki Lauda est méconnaissable. Il va rendre l'appareil à la Scuderia à seulement 26 ans en offrant à Ferrari son premier titre pilote depuis 1964. La Scuderia exulte, les tifosi l'adoubent en héros. L'Autriche, elle, célèbre son nouvel idole. Niki Lauda est le 2e Autrichien champion du monde de Formule 1, après Rohan Rindt en 1970 à titre posthume. Derrière son sourire réservé sur le podium, il pense déjà à la suite. Le nouveau roi de la Formule 1 sait que rester au sommet est un défi encore plus grand que d'y parvenir, et le destin va le lui rappeler plus vite que prévu. La saison 1976 débute sous les meilleurs auspices pour Lauda. En confiance absolue, champion au titre, il semble intouchable, accumule les points, les podiums. La rivalité Lauda-Hunt devient légendaire. Pendant cette saison, le public de la Formule 1 est servi. Cette même année, la Formule 1 fait toujours étape sur le tracé infernal du Nürburgring, surnommé l'enfer vert pour sa dangerosité. Instinct ou coïncidence, quelques semaines plus tôt, lors d'une réunion de pilotes avant le Grand Prix, Niki Lauda avait déclaré ne plus vouloir y aller. Il demande à annuler la course. Hunt et d'autres pilotes refusent, mettant ce coup de frein sur le compte de la prudence excessive de Niki. Ironie du sort, c'est ici, dans les forêts de l'Eiffel, que le destin de Lauda bascule. Dès le départ, le ciel est menaçant, il a plu. Lauda, en piste, perd l'arrière de sa voiture et sort de sa trajectoire, percutant violemment le mur en pierre au bord de la piste. Sous l'impact, le réservoir se perce, la Ferrari est en flammes, une boule de feu jaillit sur la Nordschleife. Lauda est inconscient, coincé, quand 2 autres monoplaces le percutent à pleine vitesse sans pouvoir l'éviter. Les secondes sont longues, il reste piégé dans la fournaise, il a perdu son casque dans l'accident, il reprend conscience, il bouge encore, il essaie de sortir de sa voiture mais n'arrive pas à se détacher. 55 longues secondes s'écoulent quand Merzario, passant à côté de la voiture, s'arrête et se jette dans le brasier. Mais c'est déjà trop tard, Lauda est grièvement brûlé et ses poumons saturés de fumée toxique. Ironiquement, c'est le courage d'Arturo Merzario, qui n'était pas spécialement le pilote favori de Niki, qui lui sauvera la vie. Agitare le braccia per fermare tutti, e ha fermato tutti e nel frattempo io mi sono adoperato quando sono sceso. Il est gravement brûlé, notamment au visage et aux mains. Il a perdu une oreille et la plupart de ses cheveux. L'état de ses poumons inquiète, il a inhalé beaucoup trop de vapeur d'essence toxique. Sa femme est à son chevet, mais personne n'imagine qu'il passera la nuit. Pourtant, Lauda refuse de mourir. Sur son lit d'hôpital, chaque respiration est un supplice, mais il s'y accroche avec une volonté hors norme. En quelques jours, contre toute attente, son état se stabilise. Il va alors subir des transplantations de peau pour réparer les brûlures qu'il a au visage. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, 2 semaines après l'accident, Niki Lauda est debout et sort de l'hôpital pour continuer sa convalescence chez lui en Autriche. Si son visage est boursouflé, méconnaissable, ses bandages encore sanguinolents, son regard, lui, n'a rien perdu de sa détermination. 42. C'est le nombre de jours après son accident qu'il faudra à Niki Lauda pour apparaître, le visage partiellement dissimulé sous une cagoule spéciale,
au volant de sa Ferrari. Il va surprendre absolument tout le monde en se présentant au Grand Prix d'Italie. Dans les stands, c'est la stupéfaction. Comment un homme gravement brûlé, les blessures à peine refermées, peut-il envisager de piloter une Formule 1 à 300 km/h? Certains pilotes, inquiets, lui demandent de renoncer, mais Lauda est inflexible. Je vais courir. Sous la clameur des tifosi italiens, qui n'en croient pas leurs yeux, il parvient à terminer la course à une incroyable 4e place. Sa combinaison et sa cagoule sont imbibées de sang, ses greffes de peau ont saigné sous l'effort, mais Niki Lauda l'a fait. Il est de retour parmi les meilleurs pilotes du monde, héroïque. En 1976, la sagesse du Niki miraculé va parler sur le circuit de Fuji au Japon, où un typhon s'abat le jour de la course. Au bout de 2 tours, Niki Lauda prend une décision stupéfiante. Il rentre au stand et abandonne volontairement la course, refusant de risquer sa vie une fois de plus pour un trophée. Lourde de conséquences, Lauda a eu la force de dire non, de préserver sa vie quand la situation était folle. Pour d'autres, en particulier une personne en Italie, c'est de la faiblesse. Je pense évidemment à Enzo Ferrari, orgueilleux, qui le vit comme une trahison. Pour lui, on meurt sur la piste s'il le faut. Pas question d'abandonner même pour survivre. Lauda assume pleinement sa décision, sa vie vaut plus qu'un championnat, point la ligne. Et il aura bientôt l'occasion de prouver que le champion en lui n'est pas éteint. La saison suivante débute dans une atmosphère pesante chez Ferrari, et à 2 courses du terme, lors d'une réunion à Modène, Lauda a un ultime entretien orageux avec Enzo Ferrari qui lui reproche son manque de loyauté. La discussion dégénère, Lauda, excédé, décide de claquer la porte de la Scuderia sur le champ. Mais Niki Lauda va rebondir très vite au sein de l'écurie Brabham Alfa Romeo dirigée par un certain Bernie Ecclestone. Le défi est excitant, Brabham n'a pas le prestige de Ferrari, mais Ecclestone lui offre un très bon salaire et la promesse d'être le pilote numéro 1 incontesté. Il décroche alors 2 victoires, dont l'une avec la fameuse Brabham Fan Car, équipée d'un ventilateur aspirant l'air sous la voiture pour plus d'adhérence. Un concept révolutionnaire qui est interdit juste après sa victoire. Les années passent et pour un champion de la trempe de Lauda, piloter au fond de la grille est intolérable. Sa motivation déjà entamée s'étiole à chaque course et après 12 grands prix sans résultat, Niki prend une décision aussi fracassante qu'imprévue. Entre 2 séances d'essai lors du Grand Prix du Canada, il annonce son retrait immédiat de la Formule 1. 2 heures plus tard, le double champion du monde est dans un avion qui le ramène en Autriche. À 30 ans, en pleine force de l'âge, il claque la porte de la Formule 1 sur un coup de tête, ou plutôt sur un coup de raison. Fidèle à son caractère, il ne peut pas gagner, il préfère partir. Derrière cette décision se profile aussi une autre vie que Lauda a commencé à bâtir en parallèle. Son brevet de pilote de ligne en poche, il va se consacrer à sa passion pour l'aviation commerciale et dès 1978, il va fonder sa propre compagnie aérienne, Lauda Air. Avec un parc de 5 appareils et une option pour un avion long courrier acheté avec ses gains de champion, il se lance dans des vols commerciaux. Durant le début des années 80, on voit Niki Lauda en costume de commandant de bord, pilotant lui-même les Boeing 737 de Lauda Air sur des liaisons charter. Pour autant, Lauda n'a pas totalement tourné le dos à la compétition. À 32 ans, il savoure cette nouvelle vie loin des circuits malgré quelques discrètes apparitions. Beaucoup pensent alors qu'il ne reviendra jamais à la Formule 1 et que la page est définitivement tournée. Pourtant, l'appel de la course va se révéler plus fort. On est en 82, la Formule 1 a bien changé en 3 ans, mais une nouvelle secoue le milieu. Lauda annonce son retour à la compétition en signant chez McLaren pour la saison suivante. Accueil sceptique, le champion n'a-t-il encore sous le pied? Les rumeurs et les titres de journaux se mettent à circuler. Lauda est-il en faillite? Lauda est peut-être poursuivi par le fisc autrichien? Dernière chance pour Niki, une motivation purement financière pour éponger une compagnie aérienne qui ne fonctionne pas. Il va lui falloir 3 courses pour faire taire les sceptiques et de la plus belle des manières. Sur le circuit urbain de Long Beach, Niki Lauda, 33 ans, s'impose et remporte la victoire. La scène est forte. Sur le podium californien, Lauda lève fièrement le trophée, le sourire aux lèvres sous sa légendaire casquette rouge. Le vieux Lauda, comme on l'appelle maintenant, prouve qu'il est toujours un des plus rapides du plateau. En 84 signe l'avènement d'un duo explosif chez McLaren. L'équipe aligne 2 champions potentiels, Niki Lauda et un jeune Français talentueux, Alain Prost. On assiste à une guerre froide entre 2 cerveaux. Course après course, les 2 pilotes se partagent les victoires. Prost, clairement le plus rapide cette année-là, Lauda, le plus régulier. 35 ans, Niki semble au sommet de son art tactique. Le championnat 84 se transforme en thriller absolu. Avant la dernière manche de l'année au Portugal, Lauda ne compte qu'un demi-point d'avance sur Prost, un écart infime. Lauda commence la course 11e mais remonte jusqu'à la 2e position nécessaire, tandis que Prost gagne la course. Mais pour l'ordinateur, c'est suffisant pour conserver ses 0,5 points d'avance au classement général. Lauda gagne le titre pour juste un demi-point, soit encore aujourd'hui l'écart le plus faible qui ne soit jamais arrivé. There is the world champion of 1984,
So, victory at the Portuguese Grand Prix, Alain Prost, 7 times the winner. Second, Niki Lauda. Third, Ayrton Senna. Fourth, Michele Alboreto. Fifth, Elio De Angelis. Sixth, Nelson Piquet. C'est donc à cet instant que Lauda rentre pour toujours dans la légende de la Formule 1. 1975, 1977, 1984, revenir au sommet après des années d'absence, déjouer les pronostics, c'est ça l'accomplissement ultime de Niki. À 36 ans, Niki Lauda referme ainsi le chapitre pilote avec un palmarès extraordinaire, 171 Grands Prix disputés, 25 victoires, 54 podiums, 24 pole positions et surtout 3 couronnes mondiales. Après avoir accroché le casque, Niki Lauda se consacre pleinement à ses affaires. Son sérieux et son perfectionnisme de pilote se retrouvent dans la gestion de sa compagnie. Lauda Air gagne une bonne réputation. Pourtant, le 26 mai 91, tout bascule. Ce jour-là, le vol Lauda Air 004, un Boeing 767 au départ de Bangkok et à destination de Vienne, s'écrase en pleine jungle thaïlandaise quelques minutes après le décollage. L'appareil était pourtant flambant neuf. À bord, 223 personnes, passagers et équipage, perdent la vie, il n'y a aucun survivant. L'avion a décollé à 16h01 UTC. Les pilotes n'ont signalé aucune anomalie. Le 767 a volé pendant 20-25 minutes, puis il a disparu des écrans radars. Donc nous n'avons absolument aucune idée de ce qui s'est produit. La nouvelle plonge Niki dans l'effroi et dans le désespoir. Il s'envole immédiatement pour la Thaïlande afin de comprendre ce qui s'est passé et d'assumer ses responsabilités d'entrepreneur. Peu convaincu par l'hypothèse de l'attentat, Niki Lauda arrive en Thaïlande. Sur place, le spectacle de débris calcinés dans la jungle est apocalyptique. Lauda est anéanti par la tragédie, moment qu'il qualifiera d'ailleurs de pire de sa vie. A été ce que j'ai vécu de plus dur de toute ma vie. Il n'y a rien de pire que d'ignorer pourquoi on a perdu un des siens. Il affronte alors publiquement Boeing pour les pousser à reconnaître les défaillances mécaniques. Les experts finissent par découvrir la cause. Il s'agit d'un déclenchement intempestif de l'inverseur de poussée sur un moteur en plein vol. Un défaut technique rarissime qui a provoqué la perte de contrôle de l'avion. En clair, ni l'équipage ni l'entretien de la compagnie ne sont en cause. C'est un vice même de conception de l'appareil. Grâce à l'obstination de Lauda, Boeing doit reconnaître le problème et modifier ses avions. Niki Lauda, une fois de plus, a affronté la tragédie de front et transformer sa douleur en combat pour la sécurité. Mais cette catastrophe laisse forcément des traces. Et sur le plan personnel, Niki est profondément atteint. Il redouble d'efforts pour maintenir la confiance dans sa compagnie, mais le cœur n'y est plus tout à fait. Finalement, au fil des années 90, Austrian Airlines entre au capital de Lauda Air et en prend progressivement le contrôle. En 2000, Niki est poussé vers la sortie de sa propre compagnie, écarté par les nouveaux propriétaires. Parallèlement, dans les années 90, l'ancien champion fait son retour dans le monde de la Formule 1, mais de l'autre côté du miroir, consultant puis dirigeant. En 1992, Ferrari, l'ancienne maison qu'il avait quittée avec perte et fracas, le rappelle comme conseiller technique. Niki joue un rôle dans l'organisation et notamment le recrutement d'un certain Jean Todt à la direction de l'équipe en 93. Le trio Lauda, Todt, Schumacher portera ses fruits plus tard dans les années 2000 avec les succès de Ferrari. Lauda, après quelques années, pourtant quitte son poste en 95. En 2001, l'aventurier Lauda tente un tout autre pari en acceptant de prendre la tête de l'écurie Jaguar Racing en Formule 1, propriété de Ford. Hélas, l'expérience tourne court, les résultats ne s'améliorent pas et la méthode directe de Lauda ne plaise pas à tout le monde. Moins de 2 ans plus tard, fin 2002, Ford se sépare de lui lors d'une restructuration. Un échec cuisant pour Lauda qui n'y est pas vraiment habitué dans tout ce qu'il entreprend. L'infatigable Niki rebondit pourtant. Dès 2003, il lance une nouvelle compagnie aérienne à Bakou, baptisée Niki, Fly Niki. Le succès est au rendez-vous sur le marché des vols low cost en Europe et il revend ses parts en 2011 à Air Berlin avec un bénéfice. Les années passent, mais Niki Lauda ne ralentit guère le rythme. Cependant, son corps porte les stigmates de ses épreuves passées. Ses traitements intensifs reçus après l'accident de 76, antibiotiques, anti-inflammatoires à haute dose, ont peu à peu endommagé ses reins. En 97, il doit subir une première greffe de rein, son frère Florian étant le donneur. La greffe réussit, mais quelques années plus tard, le nouveau rein faiblit à son tour. Et en 2005, Niki subit une seconde greffe rénale. Cette fois, c'est sa compagne Brigitte, de 30 ans sa cadette, qui l'épousera ensuite, qui lui donne un rein. Lauda plaisantera de ce cadeau d'amour peu commun, avec son humour pince sans rire habituel. Pourtant, ses épreuves de santé n'entravent pas son activité débordante, mais rappellent que ses blessures ne l'ont jamais totalement quitté.
En 2012, Niki Lauda ajoute un dernier chapitre prestigieux à sa carrière déjà bien remplie, puisqu'il est nommé président non exécutif de l'écurie Mercedes AMG F1. C'est lui d'ailleurs qui convainc Lewis Hamilton, alors champion du monde en 2008 avec McLaren, de quitter cette même écurie pour rejoindre Mercedes en 2013, un transfert évidemment décisif qui va changer la face de la Formule 1 moderne. Aux côtés du directeur d'équipe Toto Wolff, Lauda s'assure que les pilotes disposent des meilleures conditions pour gagner. Il n'hésite d'ailleurs pas à mettre les pieds dans le plat quand il faut notamment gérer la rivalité explosive entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg chez Mercedes de 2014 à 2016. Avec son style parfois abrupt mais empreint de bon sens, il recadre les égos et désamorce les tensions. Son statut de légende lui confère un respect naturel. Qui mieux que Niki peut parler des sacrifices nécessaires pour être champion? Les résultats parlent d'eux-mêmes. Sous la direction conjointe Wolff-Lauda, l'écurie Mercedes écrase la concurrence. De 2014 à 2018, elle remporte 5 doublés consécutifs, championnat du monde pilote et constructeur. En coulisses, on voit toujours la silhouette unique de Lauda, casquette rouge vissée sur la tête, dans le box Mercedes, félicitant les ingénieurs d'un mot direct, encourageant les pilotes d'une tape amicale. Les années 2010 apportent également à Niki une ultime reconnaissance populaire au-delà du cercle des fans de la Formule 1, puisqu'en 2013, Hollywood s'empare de son histoire à travers le film Rush, réalisé par Ron Howard, qui retrace le duel mythique Lauda-Hunt de 1976. Niki, initialement sceptique, avouera avoir été touché par la justesse du film et par la performance de l'acteur. Cela contribue à faire connaître son histoire incroyable à toute cette nouvelle génération. À l'approche de ses 70 ans, Niki Lauda est toujours cette figure charismatique, arpentant le paddock, mais sa santé commence à vaciller. L'été 2018 est particulièrement difficile. En vacances à Ibiza, Niki contracte une infection pulmonaire grave, sans doute en lien avec la fragilité de ses poumons depuis l'accident. Rapatrié d'urgence à Vienne, il subit en août 2018 une transplantation pulmonaire pour remplacer ses poumons endommagés. L'opération est lourde, mais réussie. Sa convalescence l'éloigne définitivement des circuits. Il ne retournera plus dans le stand Mercedes après l'été 2018. Les mois qui suivent voient son état général décliner. Le champion se bat avec courage, entouré de l'affection des siens. Mais le 20 mai 2019, à l'hôpital universitaire de Zurich, Andreas Nikolaus Lauda rend son dernier souffle paisiblement à l'âge de 70 ans. Sa famille publie un communiqué émouvant le lendemain. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que notre bien-aimé Niki est décédé, paisiblement entouré de ses proches. Nous n'oublierons jamais ses exploits en tant qu'athlète et entrepreneur. C'était un homme droit, courageux et boulimique de travail. La nouvelle de la disparition de Niki Lauda émeut le monde entier, et dans le paddock du Grand Prix de Monaco, qui se tient quelques jours plus tard, une minute de silence lui rend hommage, un moment rare d'unité dans ce sport. Les témoignages affluent, anciens rivaux, jeunes pilotes, patrons d'écurie, tous saluent la légende et l'homme exceptionnel. Toto Wolff, son ami et collègue chez Mercedes, déclare avec émotion « Mercedes a perdu sa locomotive, Niki était parfois brutalement honnête mais toujours loyal. C'était un honneur de l'avoir avec nous, il fait partie intégrante de nos succès. Son énergie, son charisme, Niki, tu es irremplaçable, personne ne t'égale. » Lewis Hamilton, grâce à qui il était venu chez Mercedes et qui court lors de ce Grand Prix de Monaco avec un casque rouge en son honneur, confiera que Niki était avec lui dans la voiture. I really was fighting with the spirit of Niki. Niki's been such an influential person in our team, helping us get to where we are. So I know he'll be looking down, and I know he will take his hat off today. So I just was trying to stay focused and trying to make him proud. Le 29 mai 2019 se tiennent les obsèques nationales de Niki Lauda à Vienne. Des milliers de personnes font la queue pour un dernier adieu. Sur le cercueil, posé bien en vue, son casque de pilote rouge. Dans le cercueil, selon ses dernières volontés, Niki Lauda est enterré, vêtu de sa combinaison Ferrari, celle de ses plus grands exploits. Ultime symbole de l'attachement de ce champion à son histoire et à ses années de gloire, à cette Scuderia qu'il avait tant aimé et bousculé. Dans l'assistance, on reconnaît de nombreux visages, Alain Prost, Lewis Hamilton, Jackie Stewart, Gerhard Berger et même son ancien rival devenu ami, Jackie Ickx, tous réunis pour saluer une légende qui a transcendé son sport. Niki laisse un héritage colossal. Sportif d'exception, triple champion du monde, marqué au fer rouge par la tragédie, il a incarné la résilience et la détermination comme nul autre. Son histoire est celle d'un homme qui a littéralement brûlé, souffert et qui s'est relevé plus fort, nous offrant l'un des plus grands récits de courage de l'histoire du sport. Pilote au talent froid et calculateur sur la piste, il était en dehors un personnage chaleureux, doté d'un humour caustique et d'une franchise absolue qui forçait le respect. Aujourd'hui encore, lorsqu'un pilote en difficulté revient au sommet, on parle d'un retour à la Niki Lauda. Son nom est devenu synonyme de courage,
de vérité et de passion, il a prouvé qu'un champion se mesure autant à ses victoires qu'à ses défaites surmontées. Et quelque part, sur chaque circuit de Formule 1, résonne encore l'écho de son histoire, celle d'un homme qui n'a jamais cessé de se battre, volant en main ou dans la vie, et qui a fini par entrer dans le patrimoine éternel du sport automobile.